Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018. Dans ce jeu-là, nous allons parler ce qu'on pourrait appeler le scoring system du jeu, c'est-à-dire que le jeu utilise euh, des scoring dice, donc des dés de scoring et des scoring tracks, des pistes de scoring. Et ce mécanisme-là là, représente à peu près là, 80%, là, si on veut, là, des sources de points de victoire qu'il y a dans le jeu. Là. Oui, il y a des petits événements à gauche et à droite qui vont donner des points de victoire, là, mais la grande majorité des points de victoire que les joueurs vont ramasser dans le jeu vont venir de ce système-là. Alors, c'est important de le comprendre. Et bon, je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Là. Vous m'avez vu venir si vous avez écouté les deux premières vidéos, là, mais je suis pas peu fier de ce système-là. Je trouve que ça l'amène une tension, juste assez de chaos pour être délicieux, assez de beaucoup de tension aussi. Euh, Ça force les joueurs, ça rajoute, on va voir pourquoi, là, mais ça rajoute un layer pour moi de plus à la gestion des cartes dans nos mains. Bref, euh, ben voilà, il y a des affaires. Je vais parler de d'autres choses dont je suis moins fier là, sur ce premier design-là, de choses que j'aurais faites autrement, là, mais je ne toucherai définitivement pas au scoring system parce qu'encore à ce jour, j'adore ça, puis c'est ce qui est le plus tombé dans l'œil, je dirais, de Compass Games et qui a entraîné là, la naissance des futurs jeux qui vont sortir avec ce système-là, à commencer par Prelude to Revolution qui va sortir en 2022. Bref, alors, qu'en est-il? Donc, euh, il y a quatre sur le board, il y a quatre scoring tracks. Donc, il y a celle des comtés ruraux, celle des organisations, celle de l'external influence et celle des comtés urbains. OK? Chacune de ces scoring tracks-là représente de manière abstraite un enjeu, mettons, du conflit. Fait que, tu sais, les deux camps avaient avantage à rallier la population des comtés ruraux. Donc ça, c'est représenté par la traque des comtés ruraux. Les deux camps avaient avantage à s'organiser, à se faire des comités là, pour bien planifier les stratégies de sa faction. Donc ça, c'est représenté par la traque des organisations. Les deux camps avaient avantage à bien paraître au niveau des parties prenantes externes, que ce soit évidemment l'Empire britannique lui-même, mais aussi que pensent les États-Unis de ça? Que pense la France? Que pense même le Haut-Canada de ça? Donc, c'est représenté par l'échelle d'influence externe. Et les deux camps avaient avantage, évidemment, à avoir une forte mobilisation à Montréal et Québec, étant donné leur importance. C'était deux pôles un peu incontournables euh, à l'époque et encore aujourd'hui au Québec, évidemment. Donc, chacune de ces tracks-là, vous allez avoir là, une track qui va à la fois du côté patriote et du côté loyal, puis qui va représenter finalement là, ce marker-là ici, là, on l'appelle vraiment l'advantage marker. Alors, quelle faction est avantagée en ce moment même par rapport à cette track-là? OK? Là, on va faire les tracks une par une, puis je vais vous expliquer d'où vient le calcul, comme par exemple pourquoi le marqueur RC commence sur cette boîte-là au début de la game. Là. C'est pas un hasard. Là. Puis ça va être très, très dynamique, ça, au fil du jeu. Là. Donc, la track des Rural Counties, il y en a peut-être qui ont commencé à regarder le board puis qui ont déjà déduit ça, là. Mais ça représente quelle faction contrôle le plus de comtés ruraux. Alors, au début de la game, là, vous pouvez les compter si vous voulez, là, mais le Patriote contrôle 8 comtés ruraux de plus que le Loyal. OK? Donc, le Loyal ne contrôle que 2 comtés ruraux au début de la game, Missisquoi et Mégantic, alors que le Patriote contrôle 10 comtés ruraux. OK? Alors, quand on fait la différence, là, 10 comtés ruraux contrôlés par le Patriote, moins 2 comtés ruraux contrôlés par le Loyal, ça donne 8 de plus en faveur du Loyal. C'est ce qui explique qu'en partant de zéro, on s'en va dans le fond 8 cases par là-bas. Et le marker finit sur cette case-là ici, là, qui est le 4, le 4 le plus à gauche, si on veut.
Donc, à noter que il faut contrôler le comté, c'est-à-dire que présentement, exemple, Sherbrooke est considéré là, uncontrolled, c'est pas contrôlé. Même affaire pour Yamaska. Donc, quand il n'y a pas de cubes dans le comté, ou quand les deux factions ont le même nombre de cubes, le comté est considéré comme n'étant pas contrôlé. Mais dès qu'une faction a ne serait-ce qu'un cube de plus, elle contrôle ce comté-là. Ce qui veut dire, c'est une subtilité importante à comprendre. Par exemple, si le loyal vient ajouter un cube à deux montagnes, ici, alors là, il vient de créer l'égalité à deux montagnes qui étaient contrôlées par le patriote, n'est plus contrôlées par le patriote, et ça, c'est suffisant pour ramener ce marqueur-là d'une case dans cette direction-là. Parce que là, si on se donnait la peine de recompter, maintenant le Patriote contrôle seulement 9 comtés. Il a perdu le contrôle de deux montagnes. Et le Loyal en contrôle toujours 2. Alors le 9 moins 2 égale 7. Le marqueur s'en vient là. On ne fait pas ces gros calculs mathématiques-là à toutes les 2 secondes, en autant que les joueurs sont choisissez le joueur le plus discipliné entre vous et votre adversaire et assurez-vous qu'à chaque fois que quelqu'un brise le contrôle d'un comté ou prend le contrôle d'un comté, l'advantage marker s'en va d'une case de son bord. Alors, si le loyal, dans une folie meurtrière de comtés ruraux, vient par exemple égaliser le patriote à Verchères, Richelieu et Saint-Maurice, en plus, il vient de briser le contrôle de trois autres comtés, alors 1, 2, 3, alors le marqueur se retrouverait ici. OK? Fait qu'il, oui, il y a une situation extrême là, où à un moment donné, on peut se retrouver là, en pratique. J'ai rarement vu ça à plus que 9 d'un côté. Là, puis même là, c'est pas. Ça reste pas là longtemps. Là, du moins, je l'espère pour vous. Là, parce que encore là, les futés parmi vous auront deviné qu'éventuellement, là, si la position de ce marqueur-là va être convertie en point de victoire pour la personne qui a l'avantage. OK? Donc, sur une track de 20 points de victoire d'un côté ou de l'autre, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre très longtemps avec le marqueur qui serait à 10 du côté de votre adversaire. OK, fait que ça va pour les comtés ruraux. Je vous expliquais la façon de recalculer l'emplacement, mais à la base, là, typiquement dans une game, ce qu'on va faire, c'est que, comme je disais, à mesure que des comtés sont égalisés ou que quelqu'un passe en avant dans un comté, on va bouger l'advantage marker. Et puis ce que j'aime faire, c'est qu'au moment où la track score, au moment où là, c'est très important de savoir où exactement est le marker. Des fois, ça va arriver qu'on va refaire un petit décompte pour être certain qu'on n'a pas échappé une quelque part. À noter, juste pour compléter, là, fait que là, on disait qu'on était ici, là, avec tout ce qu'on a ajouté. Fait qu'à noter que si le loyal passe en avant à deux montagnes et prend le contrôle maintenant de deux montagnes, même principe, le marker s'en va à un de son côté. Donc, chaque fois qu'on égalise, on ramène le marqueur de notre barre, et chaque fois qu'on prend le contrôle d'un comté, on ramène le marqueur de notre barre. Je vais tout de suite jumper à la track des Urban Counties parce que c'est la même chose, mais à une beaucoup plus petite échelle. Ça ne concerne que Montréal et Québec. Alors là, en ce moment, on voit que Montréal est contrôlé par le Patriote, Québec est contrôlé par le Loyal. C'est ce qui explique que le marqueur est sur 0. Mais supposons que le Loyal vient ajouter un cube à Montréal. Donc maintenant, Montréal n'est plus contrôlé. Par contre, Québec est toujours contrôlé par le Loyal. Donc c'est là que le marqueur s'en viendrait d'une case du côté loyal. Et advenant que le Loyal passe en avant à Montréal, ben là, il contrôle vraiment les deux comtés. Alors là, le advantage marker s'en vient à 4 de son bord. Donc une track beaucoup plus petite, mais dont les cases sont beaucoup plus payantes. On voit que du côté des comtés ruraux, il faut bouger le marqueur pas mal pour aller chercher des points de victoire, là, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus volatile à cause de la grande quantité de comtés. Là. Pour les comtés urbains, là, Montréal, Québec, that's it. Si vous échappez les deux, le marqueur est à 4 du côté de votre adversaire, puis ça va 4 points de victoire, ça va quand même faire mal quand cette track-là va scorer. L'influence externe, donc j'en ai parlé, ça représente de manière abstraite là, le support de parties prenantes externes au conflit, ne peut être influencé que par des événements. Il n'y a rien que les joueurs peuvent faire consciemment. Il y a quand même beaucoup d'événements qui vont bouger euh,
l'advantage marker d'influence externe d'un côté ou de l'autre. Profitez-en quand ça passe, ces événements-là. Faut avoir une bonne raison pour ne pas les jouer pour l'événement. Parce que si on les ignore tout le temps, mais que notre adversaire joue les siens, par exemple, on pourrait se retrouver assez vite encore là avec un déficit qui fait mal. Donc cette track-là va topper à 5 d'un côté ou de l'autre. C'est assez rare qu'on va voir ça se rendre à 5. Et elle commence à 2 en faveur du joueur loyal, là, juste pour représenter quand même l'amour de l'Empire britannique envers sa colonie. Je niaise, le support, on va dire, de l'Empire britannique envers sa colonie. Tu sais. Mais même ce support-là peut s'éroder si, bon, les récriminations des patriotes se rendent à Londres. Même ce support-là peut s'éroder en cours de game en fonction que les bons événements soient joués. Puis la dernière track, qui est celle des organisations, pour l'instant, on va voir dans le détail dans une autre vidéo comment les joueurs peuvent se créer des organisations, mais en gros, ça représente un peu comme le reste, là, quelle faction a le edge, quelle faction a l'avantage par rapport aux organisations. Fait que de manière générale, pour l'instant, là, retenez que si un joueur a créé plus d'organisations que son adversaire, supposons que le Patriote a créé une organisation à Montréal puis une organisation à Deux Montagnes, ben, le marqueur pourrait se retrouver ici, à ce moment-là. Encore là, la traque est petite, mais chaque boîte est vraiment payante. Ça non plus, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de l'échapper, comme on dit, là, puis de laisser votre adversaire prendre une trop grande avance par rapport à ça, parce que ça va vous faire mal vraiment quand la traque va scorer. Mais Marco, quand est-ce que ces tracks-là scorent? Mais c'est là où on rigole et c'est là où c'est là toute la beauté de la chose. Alors, je vais piger une carte quelconque au hasard, là. J'ai pigé une carte du deck générique et j'ai pigé cette carte-là. Quand on a vu l'anatomie des cartes, on a vu que toutes les cartes, systématiquement, ont toutes un dé de scoring en haut à gauche. Un dé de scoring, c'est un dé custom, c'est un dé à 6 faces custom. Donc, il y en a 4 qui viennent dans la boîte. Il y a le dé qu'on appelle le dé des Rural Counties, le dé des organisations, le dé de l'External Influence et le dé des Urban Counties. Et la meilleure façon, là, étant donné, parce que là, tout est automatisé dans le module Vassal, mais ça ne vous avance pas bien, bien, la meilleure façon que j'ai trouvée pour vous l'expliquer, c'est carrément cette image-là dans le rulebook. Fait qu'on voit ici le dé Rural Counties, le dé des comtés ruraux dans toute sa splendeur, et on remarque il y a une très belle symétrie aussi là-dedans. Je suis quelqu'un d'assez toqué, d'assez obsessif-compulsif. Alors, vous allez voir, là, il y a deux trucs de symétrie qui m'obsèdent en plus dans ce design-là, par pur addon, là, si on veut. Là, mais... Donc, le dé des comtés ruraux a 3 faces comtés ruraux et une face avec chacune des 3 autres scoring tracks. Alors, évidemment, quand vous brassez le dé des comtés ruraux, c'est pas une garantie, mais vous avez 50% de chance, une chance sur deux, de pogner le résultat comtés ruraux. Vous avez une chance sur 6 que ce soit plutôt organisation, une chance sur 6 que ce soit influence externe, puis une chance sur 6 que ce soit urban counties. Mais si vous voulez, puis c'est le cas du Patriote en début de game, vous l'aurez deviné en voyant la track à ce point de son côté, si vous voulez pousser la scoring track des comtés ruraux, bien évidemment, vous avez avantage à jouer des cartes, comme la fameuse carte qu'on a dans notre exemple ici, qui a le D des comtés ruraux. Encore là, ce n'est pas une garantie, mais vous avez 50% de chance quand vous jouez cette carte-là, puis que vous brassez le scoring die à la fin, que vous allez pogner comme résultat Rural Counties. Qu'est-ce qui arrive? Fait que je joue cette carte-là, je brasse le dé des comtés ruraux et je pogne le résultat comtés ruraux. Qu'est-ce qui arrive? C'est là où ce petit marker-là ici entre en jeu. Je le bouge tout simplement d'une case vers la droite. Alors, il se rapproche tranquillement pas vite, comme vous l'aurez remarqué, d'une case qui s'appelle Score. Et quand ce marker-là, ça peut prendre 4 cartes, puis il se rend là. Il peut passer tout le tour, puis il ne s'est pas rendu là une fois. C'est vraiment fascinant. Et des fois, le hasard est ainsi fait que ça fait encore là des histoires à raconter à vos enfants et à vos petits-enfants. Mais à chaque fois qu'une carte va être jouée, un de ces marqueurs-là va avancer d'une case vers la droite et va rapprocher les joueurs d'un scoring de cette track-là.
Alors là, le truc avancé de 1, pas de panique, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Par contre, si plus tard on joue une autre carte, puis ce dé-là, je veux dire, ce marker-là avance, puis plus tard, si on joue une carte, puis ce marker-là avance, et éventuellement, quand ce marker-là va arriver ici, là, comme on dit en bon québécois, on score la track. Donc, on va passer à travers la séquence de scoring de la track, qui est généralement assez simple. Et au terme de cette séance, à l'intérieur de cette séance de scoring-là, au minimum, euh, le, le joueur qui a l'avantage sur la track va recevoir un nombre de points de victoire en conséquence. Fait que par exemple, là, on va voir qu'il y a une petite affaire à faire avant, là, mais pour garder ça simple, si le marqueur se rendait là, ici, le Patriote scorerait 2 points de victoire. Et systématiquement, après qu'on a scoré une scoring track, on prend ce marqueur-là et on le ramène au début. Alors, tout est à refaire, mais encore là, peut-être que déjà au bout de 2, 3 cartes, le marqueur va être revenu ici, menaçant à nouveau de distribuer sa paye aux joueurs. Alors, faut l'expérimenter là, pour vraiment comprendre là, la tension, là, mais croyez-en, à mon expérience, là, j'ai enseigné ce jeu-là à beaucoup de gens, j'ai regardé beaucoup de gens jouer, puis au début, c'est comme ah ouais, ok. Et dès les premières cartes que les joueurs vont jouer, là, ils vont commencer à sentir la tension de ce système-là. Là. C'est drôle parce que vous allez les voir, tu sais, par exemple, ils n'auront pas créé d'organisation encore. Puis là, maintenant, tu sais, ce marker-là va se mettre à avancer, puis il va être là. Là, les joueurs me posaient comme question, Marco, comment est-ce qu'on fait pour créer des organisations déjà? Tu sais, parce que là, ils voient que la track est sur le bord de scorer, puis ils veulent se mettre dans une position favorable. Je compare souvent les scoring tracks à un train. Euh, le train va passer, oui, mais encore faut-il être à la gare au bon moment. Puis c'est un peu le même principe ici. Le Patriote a beau être en avance ici, à 6 de son côté. Bon, le marqueur avance tranquillement, le marqueur avance tranquillement. Le Loyal, par exemple, crée son organisation à Québec, donc il ramène le marqueur ici. Le marqueur avance, puis là, ben, le Loyal, oups, lui aussi vient créer son organisation à Deux-Montagnes. Le marqueur arrive à 0. Et là, la track score. Alors, même si le Patriote a été en avance à 6 jusqu'à un certain point, la paye est distribuée au moment où la scoring track score. Alors, comme on dit, it's all about timing. Faut être au bon endroit au bon moment. Il faut être favorisé sur la track au bon moment, au même titre que le Patriote peut se penser en avance ici sur la track des comtés ruraux avec le marqueur qui est là. Mais là, si c'est autour du Loyal, ben lui-même pourrait prendre contrôle, par exemple, de Beauharnois, prendre contrôle de Sherbrooke, aller égaliser peut-être d'autres comtés, comme par exemple Rouville, ici. Puis là, ça vient de ramener le marqueur de 3, ça ramène le marqueur à 0. Le Loyal brasse son scoring die, il pogne Rural Counties. La paye est de 0 à ce moment-là. Donc, il y a vraiment une notion de timing. On s'intéresse aux tracks qui sont sur le bord de scorer tout en essayant de ne pas trop négliger les autres parce qu'on sait qu'on est toujours, les tracks sont courtes, 4 cases seulement. On sait qu'on est toujours à un ou deux scoring die qu'une track gagne en importance soudainement. Ah, c'est vraiment délicieux. Puis des fois, vous allez jouer des cartes Rural Counties, mais ça ne sortira pas Rural Counties. Ça va sortir les tracks sur lesquels votre adversaire est en avance. Écoutez, c'est, honnêtement, là, comme je dis, il faut le voir en action, il faut l'expérimenter, ce système-là, pour être capable de l'apprécier. Donc ça, c'est au vu et au su de tous, ces tracks-là. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est public. Les deux joueurs voient ces marqueurs-là avancer. Ce n'est pas comme... bon, puis c'est un autre style, mais ceux qui ont joué à Twilight Struggle, ceux qui ont joué à 1989, Europe in Turmoil, il y a un principe de scoring cards qui sont mélangés à travers le deck. Donc là, il y a une partie un peu bluffing. Est-ce que mon adversaire a cette scoring card-là, qui est associée à une région ou à un pays, dépendamment, là. Mais ici, là, tout est public. Tout est public, c'est in your face. Voici les scoring tracks, voici où sont rendus les markers. Alors, les deux joueurs savent qu'est-ce qui est important, mais en même temps, c'est encore là dans les affaires fuckées que j'ai vues. J'ai déjà vu un marker là, comme on dit en bon québécois, staller là pendant 6, 8 cartes. Donc là, il est toujours sur le bord de scorer. Alors là, tout le monde, les deux joueurs essayent, focus vraiment
sur les comtés ruraux. À chaque fois, ils pensent que ça va scorer, mais c'est une autre track qui avance. Vraiment, vraiment délicieux. Fait qu'imaginez que, c'est ça, il y a 4 dés. Donc, le dé External Influence, ben, il a 3 faces External Influence, une face Urban Counties, une face Rural Counties, puis une face Organisation. Donc, chaque scoring die, vous avez 50% de chance de brasser sa face et 50% de chance de brasser une des 3 autres tracks. OK, donc, puis je rappelle, je peux peut-être piger jusqu'à temps que j'en pige une, juste pour ça n'a pas été long. Fait qu'on voyait ici Loyal Activities, le D ici est le choix du loyal. Donc là, vous comprenez l'intérêt de ça, qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire qu'en ce moment, le loyal a un gros avantage, mettons, sur la track des Urban Counties. Alors, c'est le D qu'il va choisir de brasser pour essayer le plus possible de pousser cette track-là sur laquelle il est avantagé. Et quand je disais, je vais finir de piger ma main, là, juste pour avoir un petit mix de stock. Et là, quand je disais que ça rajoute un layer, que ça rajoute une couche à la stratégie de comment vous allez jouer votre main, là, c'est que là, imaginez, vous êtes le patriote, vous avez cette main-là. Alors, non seulement il faut vous essayer de trouver, OK, quelle carte je joue pour les événements, quelle carte je joue pour les points. J'ai 3 cartes loyales qui m'écœurent, mais en plus, dans une situation, par exemple, comme celle-là, très bon exemple par pur radon que j'ai sorti là complètement. Merci au hasard de m'avoir donné cette opportunité-là. Je suis loyal, je suis patriote, pardon, j'ai 2 cartes patriotes très intéressantes. Par contre, elles me font rouler le dé Urban Counties, qui est une track idéalement que je veux pas trop qui avance. Et à l'inverse, j'ai cette carte-là ici relativement horrible, loyale. Par contre, elle me fait rouler le dé Rural Counties, sur laquelle, admettons qu'on revient au setup du début, sur laquelle je suis peut-être très avantagé. Fait alors non seulement il faut dire c'est quoi les cartes que j'ai en main, c'est quoi leur valeur en AP, c'est en Activity Points, c'est quoi lesquels je veux jouer pour les points, lesquels je veux jouer pour les événements, mais en plus, il faut se dire ah, c'est quoi les scoring dice de ces cartes-là, tu sais, puis là, comment je peux essayer de le moins possible brasser les dés sur lesquels mon adversaire est en avance, vraiment euh, très intéressant. L'autre chose symétrique qui vient vraiment apaiser mon côté toqué, c'est que dans un tour typique, vous avez 8 action rounds. Chaque joueur joue une carte à chaque action round. Ça veut dire 16 cartes dans la grande majorité des cas, à moins que quelqu'un passe, mais c'est assez rare. Dans la majorité des tours, vous allez avoir 16 cartes qui vont être jouées et vous avez 4 scoring tracks avec 4 cases chacune. Ce qui veut dire que de manière générale, mais le hasard va vous amener ailleurs, c'est ce qui rend le jeu intéressant et chaotique, là. Mais de manière générale, chaque scoring track va scorer une fois par tour. La question encore là, serez-vous au bon endroit au bon moment quand la scoring track sur laquelle vous êtes avantagé va scorer? Ou si votre adversaire va réussir juste avant qu'elle score de venir ramener le marker de son côté. Alors vraiment, euh, intéressant comme système et on brasse un scoring die. Qu'on joue une carte de notre main ou qu'on joue une carte de l'opportunity pool, on va brasser un scoring die à tous les coups. La seule action round pendant laquelle on ne brasserait pas de scoring die, ce serait une action round où un joueur est en mesure de passer et décide de le faire. Mais sinon, qu'on joue la carte de notre main ou qu'on joue la carte de l'opportunity pool, il y a un dé en haut à gauche. Et une fois que le card play est complètement terminé, ce dé-là est brassé. On prend, la face du dé qui a été brassé et on avance son scoring marker d'une case. Plus proche de scorer. C'est voilà. La seule chose qui nous reste à parler, là, c'est ce que j'appelle le scoring sequence. On va commencer par les tracks organisation et external influence parce que le scoring sequence est vraiment très simple et se résume à ça ici. Donc, dans le cas d'organisation puis d'external influence, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand le marker arrive à score? Ben, ce qu'on appelle award VP, c'est on prend, supposons là, que, mettons, l'organisation à Québec n'est pas créée, l'organisation loyale à Québec n'est pas créée. Alors là, si le marqueur arrive ici à score, bon ben, le marqueur est sur le 4 du côté patriote. Alors le patriote score 4 points de victoire. Reset, je le rappelle, veut dire
de prendre ce marker-là et de le ramener à Start. Ah, il y a une petite similitude, ceux qui sont habitués avec Twilight Struggle 1989, etc. Là, la tension monte quand on sait qu'une région est sur le bord de scorer. Puis là, quand cette région-là score, pouf, soudainement, elle est dénuée d'intérêt. Les joueurs s'en occupent plus temporairement. Les joueurs placent leur focus ailleurs. C'est un peu la même chose ici. Une fois que les organisations ont scoré, ben là, par exemple, le loyal pourrait dire j'ai le temps de me refaire. Ah, j'ai le temps de me refaire. Là, mais encore là, une coupe de cartes qui sont jouées avec le dé des organisations ou une coupe de jets euh, bizarroïdes. Puis dans le temps de le dire, ce marker-là peut avancer puis se remettre ici. Puis déjà, il est à 2 cases de scorer. Donc, les organisations puis l'external influence, quand ce marker-là arrive au bout, on convertit en point de victoire la position du marker ici pour le joueur qui est avantagé, puis ensuite on prend le marker puis on le remet au début. Dans le cas des comtés ruraux, il y a une petite twist. Donc, vous aurez remarqué qu'ici, là, avant de faire le Award VP and Reset, c'est écrit on doit rouler sur ce qu'on appelle la Fear of Reprisal Table. Alors ça, je l'ai skippé intentionnellement là, quand j'ai fait le petit tour d'horizon du board, là, parce que c'était un petit peu technique, puis ça demandait de connaître certaines autres affaires. Là. Mais la petite table est située ici, à proximité du Rebellious Spirit Marker, parce que c'est fortement lié au Rebellious Spirit. C'est pas pire aussi thématiquement cette affaire-là. Donc le Fear of Reprisal, comme son nom l'indique, là, en français, là, c'est la peur du, pas de la vengeance, là, mais la peur des représailles, mettons, de la colonie. Il faut comprendre que les habitants du Bas-Canada, là, sont pas riches. Puis, puis à l'époque, le système de justice m'a dire, là, si tu te fais arrêter parce que tu es un, un fier supporter de la cause patriote, là, ben, tu peux facilement t'en aller en prison direct si c'est pas pire, si c'est pas pendu quelque part. Puis, tu sais, c'est des grosses familles. Là. Fait que Monsieur Tremblay, là, qui reste à Saint-Hyacinthe là, avec sa famille de 10 enfants, là, puis qui travaille sur une terre, là, s'il va à une assemblée patriote, puis qu'après ça, il se fait arrêter, là, ben, toute sa famille se retrouve sans, tu sais, là, sans aucun revenu, sans rien pour subsister. Fait que cette table-là, longue histoire pour dire que cette table-là, vient punir le patriote à mesure que le conflit là, s'échauffe un peu. Donc, tant que le conflit est pacifique, les gens n'ont pas de problème. Donne-moi là ta pétition, je vais la signer. Dis-moi c'est quand ton assemblée, je vais y aller. Puis oui, tu as raison, tu sais, puis on devrait pas se laisser faire. Les gens sont bien bons pour parler puis se rallier à la cause patriote. Mais quand les gens voient que ça commence à chauffer, là, puis que là, l'armée commence à faire des arrestations, puis que là, ils entendent parler de telle personne qui est allée en prison, où là, les gens commencent à dire, sais-tu quoi, moi, je vais rester chez nous. Je la trouve pas pire, la colonie, finalement, puis je vais rester chez nous. Fait que le Fear of Reprisal, c'est ce que ça représente. Fait que vous brassez un dé normal, un D6, vous allez ajouter ou soustraire le chiffre qui est ici en fonction de où se trouve le Rebellious Spirit. Fait qu'on voit qu'au début, on soustrait 2 au jet, mais à mesure que ça avance, là, entre 5 et 7, c'est le jet de dés stock. Après ça, 8 et 9 plus 1, 10 et 11 plus 2, jusqu'à temps, même quand on arrive à 15, là, c'est un plus 4 qui est ajouté au dé. Alors, normalement, c'est le loyal qui fait ça. Le loyal brasse un dé à 6 faces, vient ajouter le modifier qui est ici, et va venir consulter la table qui est là. Alors, s'il brasse en bas de 3, il n'y a aucun effet. Donc, au début, là, quand le Rebellious Spirit est entre 0 et 4, s'il brasse 1, 2, 3 ou 4, moins 2, ça donne en bas de 3. Il n'y a aucun effet. Et plus c'est haut, là, la combinaison de son jet de dés avec le modifier qui est là, plus c'est haut, plus les gens ont peur et plus les gens retirent leur support des patriotes. Donc, ce que ça donne, c'est un nombre de cubes qui est retiré de comtés ruraux. Alors, c'est le loyal qui décide quels cubes sont retirés de où en respectant là, les restrictions qui sont là. Fait que s'il pogne 3 à 4 au total, il a le droit d'enlever 2 cubes, maximum 1 par comté. 5 ou 6, il a le droit d'enlever 5 cubes, maximum 2 par comté. 7 à 8, il a le droit d'enlever 7 cubes, maximum 3 par comté. Et 9 ou plus, qui est possible uniquement là, quand la Rebellious Spirit est très haute, là, il a le droit d'enlever 10 cubes, sans aucune limitation. Et je répète que ceci se produit avant
que la track score. Alors, la séquence est vraiment importante, là. Fait que là, je me rappelle plus trop où on en était, mais je pense qu'on était à zéro, là, le state du board, là, après avoir ajouté des petites queugus, là. Je pense qu'on était à zéro. Donc, le loyal, dans ce cas-là, viendrait, mettons que le Rebellious Spirit, on va mettre un petit peu de piquant, là. Mettons que le Rebellious Spirit est à 8. Donc, le modifier à côté, c'est plus 1. Le loyal viendrait brasser un dé. Il a pogné 3. 3 plus 1, ça donne 4. Il a le droit d'enlever 2 cubes, maximum 1 par comté. Fait que là, il pourrait, par exemple, venir enlever Richelieu. Puis il pourrait venir enlever Saint-Maurice. Alors là, ces comtés-là qui étaient non contrôlés sont maintenant contrôlés par le loyal. Donc le loyal vient de prendre le contrôle de 2 comtés. Il prend le marqueur ici, il l'amène de 2 cases de son côté. Et là, il vient scorer un point de victoire. Parce qu'après avoir fait le Fear of Reprisal Table, c'est le même principe. On donne la paye des points de victoire et on reset le marqueur ici. Alors, surtout quand le Rebellious Spirit est haut, rien n'est dans la poche pour le Patriote. Et quand le Rebellious Spirit est bas, le Patriote peut se dire ouais, je vais probablement scorer pas mal le nombre de VP qui est là, là. Mais quand le Rebellious Spirit commence à être haut, là, ce dé-là de Fear of Reprisal là, peut sérieusement venir perturber les plans du Patriote et faire bouger le marqueur. Là, si on enlève 5 cubes ou 7 cubes, peut vraiment faire bouger le marqueur puis le ramener du côté du loyal là, juste avant que la paye soit accordée. Et ces cubes-là sont partis for good. Alors, c'est le travail un peu de terrain et de mobilisation est à recommencer par le Patriote là, dans les comtés où qui ont perdu des cubes. Là. Et l'autre track qui est un peu particulière quant à sa scoring sequence, c'est la track des Urban Counties. Alors, premièrement, on, on commence par donner la paye. Donc, dans ce cas-là ici, là, c'est le loyal contrôle les 2 comtés urbains. Le marqueur est à 4 de son bord, donc le loyal scorerait 4 points de victoire. Ensuite, dans les villes, étant donné que les villes étaient très grandes, très populeuses, j'ai mis un système que j'appelle d'attrition de cubes. Fait que, tu sais, là, dans un petit village où tout le monde se connaît, puis tout ça, là, à un moment donné, tu peux avoir une masse critique de mobilisation, puis ça demeure assez fixe. Mais dans les villes, là, beaucoup d'immigrants, beaucoup de mouvements, des milliers de personnes, c'est un peu plus dur là, de dire que ta mobilisation va se maintenir tout le temps pendant les 3 années que dure le jeu. Donc, il y a un principe d'attrition, et plus vous avez de cubes, plus vous perdez de cubes. Et c'est représenté, si on veut, par les 3 tiers ici qu'on a. Là. Fait que si vous êtes dans le premier tiers ici, si vous avez entre 1 et 5 cubes, vous allez perdre un cube. Si vous avez entre 6 et 10 cubes, vous allez perdre 2 cubes. Et si vous avez 11 cubes ou plus, vous allez perdre 3 cubes. Mais ça, là, ça se déroule après le scoring. Donc, le scoring a eu lieu dans ce cas-là. Là. Donc, on a donné les VP, on reset. Maintenant, on fait l'attrition. Donc, dans ce cas-là, c'est simple. Tout le monde perdrait un cube. Decrease patriote, decrease loyal. Voilà. Et une fois que l'attrition est faite, s'il y a un comté qui n'a plus de cubes d'une faction, alors c'est le cas en ce moment de Québec. Québec est vide de cubes patriotes, les autres sont corrects, mais Québec est vide de cubes patriotes. Donc à ce moment-là, le loyal scorerait 2 VP additionnels. OK, ça, thématiquement, ça représente le fait qu'à un moment donné, là, si vous avez tellement échappé de ville que vous y avez même plus de cubes, vous avez une mobilisation de 0 dans cette ville-là, c'est pas vargeux. C'est quand même, comme on disait au début du vidéo, là, des pôles importants. Euh, donc, de dire là, que non, à Québec, là, il y a 0-0 mobilisation pour la cause patriote. C'est dur de gagner dans ce temps-là, là, étant donné ces 2 grands centres urbains-là. Là. Donc, il faut toujours garder le feu allumé dans les villes, aussi petits soit-il. Et à noter qu'avant le scoring, le Patriote avait un cube. Donc, il faut toujours se rappeler que le 2 VP à l'adversaire, parce que le comté est vide, ça l'arrive après l'attrition. Donc, même si vous avez un cube, là, vous n'êtes pas à l'abri, vous allez perdre ce cube-là pendant l'attrition et votre adversaire va faire 2 VP. Si on veut vraiment être à l'abri de cette pénalité-là, là, ça nous prend au moins 2 cubes dans le comté urbain. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça sert à la fois de petit, comme on dit, catch-up mécanisme,
Fait que dans une situation comme ça, où les Urban Counties scorent, ben, le Patriote va perdre 2 cubes et le Loyal ne va perdre qu'un seul cube. Donc on se retrouve au final avec une situation comme ça. Donc soudainement, là, la course est un petit peu plus tête. On revient avec une course peut-être à Montréal pour la prochaine shot que les comtés urbains vont scorer. N'oubliez pas, la première chose qui arrive, c'est que les points, contrairement aux rural counties où on fait le fear of reprisal avant de donner les VP, dans le cas des urban counties, on donne les VP et après ça, on fait l'attrition. Ça change quoi, vous me direz? Ben, ça change de quoi quand la situation est comme ça? Parce que si la situation est comme ça, bon, on score. Dans ce cas-là, personne fait de VP parce que le Patriote contrôle Montréal, le Loyal contrôle Québec. Ensuite, on fait l'attrition. Donc, le Patriote ayant 6 cubes ou plus, 6 à 10 cubes, le Patriote perd 2 cubes. Le Loyal ayant entre 0 et 5 ou entre 1 et 5 perd 1 cube. Et ici, mettons, on va leur faire pareil, juste pour les fins de l'exemple et de la discipline. Fait que chacun perd 1 cube à Québec. Donc là, on se retrouve après le scoring que la mobilisation des deux factions est égale à Montréal. Donc là, concrètement, le marker des Urban Counties serait à 2 en faveur du Loyal. Parce que personne contrôle Montréal et le Loyal contrôle Québec. Donc le marker est d'une case à son bord. Tout ça parce que le Patriote a perdu 2 cubes alors que le Loyal en a perdu seulement un, puis il y avait juste un cube de différence quand les tracks ont scoré. That's it. C'est ça. Je vais vous laisser le découvrir dans vos parties au besoin, là. Mais au risque de me répéter, là, si vous aimez, là, si vous aimez le. Je dis le chaos parce que, bon, comme je dis, c'est pas non plus là, le bordel, là, puis de dire, My God, là, c'est le jeu qui joue pour nous autres, puis on peut pas influencer, là. Je persiste à dire, puis si vous en doutez, challengez-moi un jour, mais je persiste à dire que le meilleur joueur de Prelude to Rebellion va gagner une game. Comme dans beaucoup de card-driven games, c'est le joueur qui va être le plus capable d'ajuster son plan, de réagir à ce qui se passe, de réagir à ce que la vie et le destin lui envoient. Là. Mais vraiment, là, cette mécanique-là, là, elle est reprise dans le prochain volume du jeu. C'est quelque chose qui est central vraiment euh, au système. Là. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter dans ce vidéo-là. Alors, merci de votre écoute. On va s'arrêter ici pour l'instant. Et puis, encore là, si vous voulez voir ce que le jeu a en réserve pour vous, continuez votre écoute de la playlist. Merci.